l'invité de la matinale. Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national, est l'invité des entretiens présidentiels sur Europe 1. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Jordan Bardella, restons sur le cas Valérie Pécresse. En l'occurrence, vous la renvoyez vers Emmanuel Macron en disant en la citant. J'arrive pas à trouver de différence entre les deux, pour être totalement franc. On observe quand même, Jordan Bardella, que la droite LR a sensiblement durci ses positions sur nombre de sujets régaliens. On pense par exemple à la proposition d'un Guantanamo à la française d'Éric Ciotti ou à Michel Barnier qui demandant que l'on s'affranchisse de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que malgré tout vous n'y voyez pas le risque d'un siphonnage des voix du Rassemblement national comme Nicolas Sarkozy était parvenu à le faire en 2007, comme une récidive de cette opération? Monsieur, ces gens-là se partagent le pouvoir depuis 30 ans dans notre pays. Valérie Pécresse, on a un peu le sentiment là dans la présentation qui est faite par la presse que Valérie Pécresse débarque et vient d'arriver. Valérie Pécresse, elle a été ministre du budget de Nicolas Sarkozy. Elle a supprimé comme ministre du budget 12 500 policiers et gendarmes. Donc c'est quand même paradoxal de supprimer 12 000 policiers et de venir ensuite se plaindre de l'insécurité, de la montée de la violence dans notre pays. Valérie Pécresse, elle a participé d'un gouvernement, celui de Nicolas Sarkozy, comme d'ailleurs ses concurrents de la primaire LR, qui a fait rentrer 1 million d'étrangers sous le quinquennat Sarkozy. On en voit aujourd'hui le résultat et qui a supprimé la double peine, c'est-à-dire la possibilité d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Donc que les LR viennent parler comme le Rassemblement national et comme Marine Le Pen à 6 mois des élections, comme d'habitude, comme toujours. Et je peux vous dire là qu'ils vont continuer à faire des propositions plus que plus. Mais moi, la question que je pose, c'est quelle est la sincérité de ces gens-là? Mais reconnaissez qu'elle est redoutable. Vous l'avez affrontée d'ailleurs à la région Île-de-France. Elle s'en est sortie avec un résultat tout à fait conséquent et éloquent par rapport à vous. Mais on peut être une bonne gestionnaire. Et Valérie Pécresse est une bonne gestionnaire de région. On peut être une bonne gestionnaire de région. Mais quand on est comptable du bilan d'un gouvernement passé, alors il faut en assumer les conséquences. Et ce qu'on ne dit pas, c'est que moi je suis en face de Valérie Pécresse dans la région Île-de-France, dans l'hémicycle depuis 6 ans. C'est que Valérie Pécresse, elle donne des centaines de milliers d'euros de subventions, c'est-à-dire d'argent public du contribuable francilien, à des associations pro-migrants qui font la publicité, qui organisent l'avenue de l'immigration clandestine. Elle finance les pipes à crack que les riverains de Stalingrad, sur lesquels ils marchent le matin lorsqu'ils envoient leurs enfants à l'école dans le quartier de Stalingrad, qui sont utilisés par... Valérie Pécresse finance les pipes à crack. Mais bien sûr. Mais nous l'avons dénoncé pendant la campagne des élections régionales. Elle donne de l'argent public pour cela. Donc, elle signait par exemple, je vais vous donner un autre exemple, puisqu'on parle beaucoup du wokisme et de ses déconstructeurs en ce moment. Elle a signé en 2010 une tribune avec Madame Taubira et Madame Rokhaya Diallo, qui était un appel pour une république multiculturelle et une république post-raciale dans laquelle on se plaignait que le roman national était un peu trop masculin et un peu trop blanc. Donc, voilà le vrai visage de Valérie Pécresse. Donc, il ne faut pas se fier, si vous voulez, aux quelques titres de presse un peu flatteurs qui sortent de la primaire dans laquelle on la vend un peu comme la Angela Merkel française. D'ailleurs, elle prend Madame Merkel comme modèle. Je vous rappelle que Madame Merkel, qui vient de partir il y a quelques jours, enfin de partir politiquement, a fait rentrer 1,5 million d'étrangers en Allemagne. Donc, moi, si vous voulez, je veux bien les discours seulement ce qu'on retiendra d'Angela Merkel. On reconnaît que ça peut être aussi une femme politique de référence. Moi, je veux bien les discours de gros bras et les discours musclés à quelques mois des élections. Je note juste que Valérie Pécresse a quitté les LR en 2019 parce que la ligne Wauquiez, de Laurent Wauquiez, dont moi je me sens proche, était soi-disant trop forte, un peu musclée. Et puis finalement, elle revient par la petite porte en utilisant la ligne Wauquiez pour se faire élire. Quant à Monsieur Ciotti, si vous voulez, moi j'ai lu un tweet de Monsieur Ciotti, il l'avait déclaré d'ailleurs hier chez vous, il dit « Je serai le garant de l'existence d'une droite forte dans cette campagne ». Mais quel aveu! Monsieur Ciotti reconnaît donc que Valérie Pécresse, c'est l'éternelle victoire du centre mou, d'une droite faible de compromission, qui amènera exactement la même chose qu'Emmanuel Macron, dont je vous rappelle que plusieurs ministres, dont Madame Pécresse était proche, Monsieur Le Maire et Monsieur Darmanin ont déjà rejoint. Mais c'est assez intéressant parce que au-delà donc des affiliations partisanes ou des différentes étiquettes, vous venez de dire du bien de Monsieur Ciotti, vous venez de dire du bien de la ligne Wauquiez. Est-ce que fondamentalement, pour vous, au-delà des affiliations partisanes, Wauquiez, Ciotti, Bardella, Le Pen, Zemmour peut-être, c'est la même famille politique? La question de la sincérité se pose. Enfin, je veux dire, si Éric Ciotti était sincère dans ses convictions, lorsqu'il a eu l'occasion de... Il répète la même chose depuis des années. Alors, madame, pourquoi a-t-il, entre Thierry Mariani, qui était candidat à la présidence de la région PACA, un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, soutenu par le RN au mois de juin, et Renaud Muselier, qui était le candidat d'Emmanuel Macron, pourquoi a-t-il appelé à voter Monsieur Muselier? Pourquoi là se met-il derrière Valérie Pécresse? Mais moi, je veux parler aux électeurs. Je veux dire, je sais très bien qu'il n'y a pas une once de sincérité derrière tous ces gens-là. Quand on fait campagne sur
une ligne de droite forte, assumée, revendiquée, de défense de la nation, et qu'on se met derrière Valérie Pécresse, ça pose un problème de Mais sincérité. Jordan Bardella, la formule arithmétiquement majoritaire pour une victoire de la droite, est-ce que précisément ça n'est pas la fusion des droites que plaide Éric Zemmour? Quand on voit la composition de l'électorat de droite aujourd'hui, on voit que les 2/3 pratiquement du vote de droite, c'est la droite populiste, et pourtant vous ne gagnez pas. Est-ce que ça n'est pas vers cela? Et donc vous rejetez Éric Ciotti comme étant... Mais je ne le rejette pas, mais... si, vous dites que les originaux c'est vous, que les gens intègres c'est vous, mais que eux sont dans le cinéma d'une certaine manière. Mais monsieur, moi j'entends bien qu'on puisse nous faire des reproches, mais nous n'avons jamais été au pouvoir. Non, mais c'est une question de stratégie politique. Oui, mais si vous voulez, je réfléchis. Moi, je suis pas monsieur Fourquet, je réfléchis pas en fonction des CSP+, en fonction des classes bourgeoises, etc. Le projet de Marine Le Pen, c'est de faire un gouvernement d'union nationale, c'est de servir la France et de servir les Français. Il y a des électeurs de droite qui sont peut-être plus proches de Marine Le Pen que de Valérie Pécresse. Avec son projet à la retraite à 60 ans, moi je ne comprends pas comment un électeur de droite peut être séduit, monsieur Bardella, par le projet de retraite de madame Le Pen. Est-ce que c'est pas un projet d'extrême gauche? Non mais moi je veux bien on discute de micro-mesures techniques. Mais l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est quand même de sauver la France. Les retraites, c'est une micro-mesure. Mais je dis pas ça. Mais un électeur de droite, aujourd'hui, il partage, comme l'électeur du Rassemblement national, dont certains d'ailleurs ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, la volonté de rétablir l'ordre et l'autorité dans le pays. Il s'inquiète de ne plus laisser ses enfants sortir seuls le soir, sans être agressés, ou de prendre les transports en commun parce qu'ils savent que leur fille va être harcelée dans les transports en commun. Il s'inquiète de voir leur culture, leur tradition, comme les traditions de Noël, attaquées de toutes parts, que ce soit dans les médias ou que ce soit sur le terrain au quotidien, comme par exemple, on n'a plus le droit de mettre des crèches aujourd'hui dans les mairies. Donc, voyez bien qu'au terme de cette élection... Vous parlez de sauver la France. D'autres disent sauver la civilisation française. Est-ce que pour vous, le thème central de l'élection qui vient, c'est un thème civilisationnel, un thème identitaire? Moi, je pense qu'au terme de cette élection présidentielle, la France sera française ou ne sera plus. En 2022. Et que donc, le prochain président de la République sera patriote ou ne sera pas. Mais qui délivre les brevets de patriotisme? C'est vous, Français, ce matin, dans le studio? Les Français. Si vous perdez, la France est perdue à jamais? Je pense que si un président patriote n'est pas élu au mois d'avril, alors il y aurait des conséquences probablement irrémédiables. Donc Emmanuel Macron, pour vous, n'est pas un patriote au sens où vous l'entendez? Non, je pense qu'Emmanuel Macron est un... Je pense en tout cas, il a une drôle de manière de le défendre. Et je pense qu'Emmanuel Macron est un déconstructeur et un liquidateur. C'est un déconstructeur de l'histoire de France. Il l'a dit lui-même, il faut déconstruire l'histoire de France. Il n'y a pas de culture française. Il a passé son temps à s'excuser de tout et n'importe quoi tout au long de son quinquennat. Il a expliqué que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Il a expliqué qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Il a flatté tous les mouvements d'ultra-gauche en expliquant que la police, qu'il y avait un racisme systémique dans la police. Il l'a dit à vos confrères de Brut. Il laisse, là encore aujourd'hui, vendre aux Émirats Arabes Unis une caserne militaire, l'un de nos plus grands joyaux historiques aux Émirats Arabes Unis. Donc, il a vendu, la branche énergie d'Alstom aux Américains de General Electric quand il était ministre de l'économie. Donc, il a une drôle de façon d'aimer la France. Et je pense effectivement qu'il n'est pas un patriote. En tout cas, s'il l'est, il a une drôle de façon d'aimer la France. Et ce n'est pas notre manière d'aimer la France. Donc, il est un déconstructeur et un liquidateur. Et quand on continue à faire rentrer tous les ans des centaines de milliers de personnes chaque année, d'alimenter les tensions, d'alimenter ce changement de population dans d'innombrables quartiers. Lui restent extrêmement favorables. Mais ça, c'est le jeu de la démocratie, madame. Et je pourrais vous répondre que des sondages mettent toutes les idées que nous défendons majoritaires dans l'opinion. Donc nous aurons ce débat. Et je pense que Marine Le Pen va être élue présidente de la République parce que c'est nécessaire pour le pays. Mais vous comprenez la portée de votre propos. Si vous dites 2022, si vous n'êtes pas porté au pouvoir, tout est perdu. Dès lors, c'est quoi la suite? Il est possible que vous perdiez en démocratie. On peut toujours perdre un peu. C'est la fin du pays? C'est la fin de la France? C'est pas la fin de la France. Mais en tout cas, nous irons sur un chemin qui pourrait évidemment avoir des conséquences irréversibles. Sur le simple changement de population, il y a des millions de Français aujourd'hui qui ne reconnaissent plus leur pays, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi, qui voient s'installer tout autour d'eux des boucheries confessionnelles, qui voient des femmes, l'intégralité des femmes de leur quartier porter le voile, y compris pour des femmes mineures, pour des enfants de 5 ou 6 ans. Donc, c'est ce sentiment-là qui sera tranché par cette élection présidentielle. Et moi, je dis aux Français, la seule chose qui peut influer sur le cours de l'histoire, c'est l'élection présidentielle. Et la réélection d'Emmanuel Macron amènerait à un nouveau quinquennat de casse sociale, de saignée fiscale, de désordre, de violence toujours plus importante, y compris effectivement à la montée toujours plus importante de l'islam politique qui a imposé ses lois et ses mœurs dans beaucoup de quartiers d'ailleurs. On marque une courte pause dans cet entretien présidentiel avec Jordan Bardella, le président par intérim du Rassemblement national. Restez avec nous.